effectivement, à partir des projets de loi de fin 2012, qu'on appelait décentralisation à l'époque, fin 2012 et début 2013, nous avons vu, effectivement, nous avons pointé un risque important de détruire ce qui avait mis plus de 20 ans à se mettre, ou 30 ans ou 40 ans à se mettre en place dans le Vaucluse et ailleurs, à savoir la gestion intégrée et cohérente par bassin versant. Donc effectivement, cette question nous a mobilisés fortement et à la suite de la publication du rapport du groupe de travail EPAGE, PACA, sur la gestion des cours d'eau, une organisation existante à adapter aux enjeux actuels, eh bien, nous avons senti le besoin d'un portage politique pour défendre les propositions issues du groupe de travail EPAGE dans les projets de loi en discussion. Dès le début des projets de la réforme, donc en octobre 2012, nous avons constitué donc, au siège du avec le syndicat donc, un groupe Rivière élu, donc tous les présidents donc, de syndicats de rivière du département du Vaucluse. Nous avons pris donc avec deux autres présidents, le syndicat de Louvèze et le syndicat de Lausanne, notre syndicat, dont nous avons mis en place, donc, organisé un groupe Rivière et qui a été constitué donc, dans le Vaucluse. Et ce groupe Rivière, c'était effectivement le lieu, à notre avis, qui manquait au président des syndicats de rivière pour s'approprier d'une part des concepts techniques. C'était un lieu, un outil à la disposition des présidents des syndicats de rivière. C'était un lieu d'échange, d'information, de propositions et parfois de prise de position. L'exemple, nous avons adopté à l'unanimité une motion en mai 2013 pour préserver la gestion par bassin versant, une motion qui avait été à l'époque soutenue par le Conseil général et par la région. Donc tous les présidents de syndicats de rivière participent aux réflexions de ce groupe rivière, donc est utile, qui correspond à un besoin. J'avais noté pour ma part avec d'autres présidents que les réunions auxquelles nous participions étaient des réunions très techniques, avec essentiellement des techniciens. Et on voyait peu à peu les élus et les présidents de syndicats de rivière peu à peu participer beaucoup moins à toute une série de réunions. On voyait une montée en charge des textes, des lois et des textes qui allaient avec, une espèce de technicité, technocratisation générale de tout le processus auquel nous avions affaire. Et on a bien senti qu'il fallait sortir de tout ça les questions principales, et notamment bien sûr les questions politiques, et savoir comprendre où est-ce qu'on allait. Parce qu'à un moment donné, on ne comprenait plus très bien vers quoi on allait. Donc il a été utile de se voir entre nous, appuyé bien sûr par nos techniciens rivières, et peu à peu dans notre groupe élu, 84 participaient régulièrement, participent encore d'ailleurs, régulièrement donc l'agence de l'eau, les services de l'État, de la région, et c'était un lieu de confrontation, enfin d'échange plus précisément, d'échange entre nos expériences et l'éclairage aussi des techniciens et des services de l'État. Donc, effectivement, ce groupe, ce lieu de réflexion a été utile et a bien correspondu à un besoin, à une nécessité. Et suite à la parution de la loi MAPTAM en janvier 2014, le groupe Rivière élu a été impulsé. Il a désigné des correspondants GEMAPI au sein des communautés d'agglomération et de communes, et qui sont encore des relais d'information. Moi je vois dans mon agglomération qui est le Grand Avignon, où les questions de rivière étaient laissées aux syndicats de rivière, et grosso modo les autres élus ne connaissaient pas trop la question. Or, les textes, la GEMAPI arrive là, et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Donc aujourd'hui, il y a encore des élus qui se disent, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc les correspondants GEMAPI dans les EPCI donc, sont aujourd'hui donc, désignés, sont des relais d'information. Une première réunion en juillet 2015 a fait des propositions sur les bassins versants situés en dehors du périmètre de l'EPTB Durance. Donc pour,
d'une part, élaborer un schéma d'organisation et de mutualisation des compétences locales de l'eau, dans le socle, sur le territoire des affluents de rive gauche du Rhône de Vaucluse, et élargi au territoire drômois et aux alpins en fonction des limites géographiques des bassins versants. Et de confier également l'animation de cette démarche à un groupement de commandes constitué des syndicats du Lez, de l'Aigle, de la Maine, de l'Ouvèze, du Sud-Ouest Momentou et des Sorgues, le syndicat des Sorgues étant le coordonnateur de ce groupement. Et nous avons choisi pour nous épauler un cabinet, le cabinet Espelia, donc, qui travaille avec nous concrètement sur ces questions. En effet, nous avons considéré qu'il est capital aujourd'hui d'anticiper, de ne pas subir cette réforme, mais bien de construire ensemble quelque chose qui bouge beaucoup, à partir des enjeux et des besoins de chaque territoire. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça va vite et de plus en plus vite. On a mis des siècles à construire. Les gens ont construit, nos concitoyens ont construit des communes, ont construit des structures, ont construit des ASA. On ne parle pas assez de ça, des ASA, des lieux donc de proximité, des lieux de démocratie et des lieux d'efficacité. Et aujourd'hui, à moins d'une décennie, on est en train de construire tout à fait d'autres choses et qui pourraient, si on n'y prend pas garde, déraper vers des grosses structures, vers des lieux de plus de technocratie que de démocratie. Donc c'est un grand sujet important, sachant que nous, les élus de terrain que nous sommes, on n'a pas attendu ces nouveaux textes de loi pour créer des syndicats de rivière qui correspondaient à des enjeux locaux, en particulier sur le risque d'inondation. Effectivement, en France, on est un pays de textes, de lois, d'écrits. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup moins écrits que nous, si je puis dire. Mais ce qui a été construit, grosso modo, si on prend les syndicats de rivière, c'est pas uniquement à partir de lois, de décrets, de textes réglementaires et de circulaires et de tout ça. Ça a été construit par des hommes et des femmes, par des élus, mais aussi par des techniciens, mais aussi par des hommes et des femmes dans des ASA, dans des syndicats qui se sont créés peu à peu et qui ont construit ensemble et en même temps, dont ces structures tout à fait originales en France et en Europe et tout à fait efficaces, que sont les structures auxquelles nous sommes tous. Et effectivement, on a lié là l'efficacité des terrains et en même temps l'action globale et technique dans un mariage heureux avec les services de l'État, de l'Agence de l'eau et d'autres. Donc nous, on est en train de construire ce socle pour non pas qu'on nous dise voilà ce que vous allez faire comme syndicats intercommunaux, mais plutôt nous, avec ce qui existe, on va construire ensemble, on va co-construire avec nos collègues et tous ces syndicats et tous ceux qui travaillent sur ces questions. On a décidé de construire nous-mêmes quelque chose que nous souhaitons, mais bien sûr soumis naturellement à un cadre qui doit permettre une coopération des territoires que la rivière impose, parce qu'effectivement, une rivière, ça part d'un point haut, ça va à un point bas, ça traverse des territoires, quels qu'ils soient, donc ils font fi des coupures administratives et de territoires, donc ça passe où ça passe. Et effectivement, l'eau exige de la coopération entre l'amont et l'aval, et donc la rivière pose des questions profondément politiques. C'est le sens que nous voulons donner à cette construction. Effectivement, le socle, c'est de la mutualisation, de la coopération, de la mise en commun de moyens, c'est de l'écoute entre l'amont et l'aval, de la compréhension mutuelle. C'est un peu ce que nous voulons engager en s'appuyant sur, bien sûr, des réalités de terrain, des enjeux de territoire, et permettre d'assurer donc une cohérence de gestion des rivières avec de la proximité, comme je viens de le dire. Et conserver également les pouvoirs de décision. On parlait ce matin que le pouvoir passe des communes aux intercommunalités, mais bon, grosso modo, ça reste quand même avec des élus, puisque dans les EPCI, ce sont des élus qu'il y a essentiellement, enfin uniquement d'ailleurs. Attention, en 2020, suffrage universel des EPCI, il y aura donc autre chose que des maires, il y a autre chose que des élus communaux.
on changera peut-être de monde, il y aura peut-être d'autres personnes. Je ne sais pas s'ils connaîtront bien les problèmes auxquels qu'ils auront à traiter, mais effectivement, cette question-là est lourde de sens. Donc, c'est un peu l'éclairage que nous voulons donner. Donc, on ne veut pas créer à travers ce socle une nouvelle technostructure, mais bien trouver une organisation qui permette d'avoir des élus capables de décider et d'orienter une politique de gestion de nos rivières, d'avoir des techniciens, conseils spécialisés capables de venir en appui aux élus et aux acteurs de terrain, et d'avoir des élus de proximité, bien sûr. Il y a une vision beaucoup plus large, bien sûr, que leur village. C'est vrai qu'il y a quelques décennies, ou pas plus même qu'une décennie, dans ces syndicats de rivières, on regardait un petit peu notre petit syndicat. Aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus large et c'est heureux qu'elle soit beaucoup plus large. Mais la proximité n'est pas incompatible avec une vision de bassin. Donc nous disposons aujourd'hui encore, si je puis dire, d'une marge d'intervention. Donc nous avons décidé dans le 84 de la saisir en créant ce socle-là. Donc, il doit permettre de définir un contenu politique, une cohérence territoriale d'action, de définir des besoins d'ingénierie et enfin de définir la construction administrative. Donc, dans ce contexte-là, il est bien sûr indispensable que l'État, la région, l'agence de l'eau, etc., soient nos partenaires. Donc, les premières réunions du comité de pilotage de ce socle se sont déroulées, bien sûr, et semblent donner raison à notre démarche, on sent toujours une forte attente des élus, une forte attente des intercommunalités qui commencent à prendre la mesure du problème pour les aider précisément à mettre en place cette réforme sans détruire, sans mettre en cause la gestion par bassin versant. Alors, le Haut-Vaucluse, particularité, le Rhône, d'un côté, le Lèze, dont on sait les tristes inondations en 1993 sur la ville-centre, Bolène. Et même si, je dirais, le président fraîchement élu, qui a une trentaine d'années, n'a pas forcément connu tout ça, il y a une forte implication sur la question du risque d'inondation, avec Vaison-la-Romaine un peu plus loin, etc. Donc, pour vous dire aujourd'hui que sur cette démarche-là, qui a été pilotée d'abord par le syndicat mixte du bassin versant du Lèze, dont le directeur prendra certainement la parole après moi, il y a une vraie volonté de savoir qu'est-ce que l'on va faire tous ensemble. Et c'est vrai qu'à l'échelle d'une rivière, on se posait un peu la question de Gemapi, de savoir comment on allait gérer, nous, notre tronçon entre la partie drômoise pour ce qui concerne et la partie vauclusienne. Et est-ce qu'on allait tous être d'accord? Alors, il y avait beaucoup de questions qui sont apparues, et je veux ici en faire le retour. D'abord, on a notre collègue voisine, la communauté de communes Drôme-Sud-Provence, qui, elle, est en fiscalité additionnelle. Alors voilà une première question, de savoir si avec un budget de 300 000 euros, on arrivait à pouvoir gérer cette compétence demain, et est-ce qu'elle pouvait être intégrée dans la réflexion globale de ce cours d'eau qui traverse cette communauté de communes, avec une communauté de communes qui a cette fiscalité additionnelle. Ensuite, il y a eu la volonté aussi de faire en sorte de voir sur la problématique globale. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui est né de cette démarche socle. C'est-à-dire les 5 communautés de communes concernées par ce cours d'eau, le Lèze, aujourd'hui, devaient se positionner d'un point de vue politique, de savoir s'ils voulaient gérer en direct la question de ce cours d'eau ou est-ce qu'ils étaient prêts à continuer à déléguer au syndicat mixte du bassin versant. Et ça, c'est un choix politique très fort que de dire demain, en gestion de cette compétence Gemapi, nous continuerons à déléguer au syndicat mixte du bassin versant du Lèze. Et c'est un point sur lequel il est extrêmement intéressant d'appuyer d'abord la position de l'État qui constitue de dire le préfet le premier de Vaucluse, il faut qu'on puisse garder les outils qui fonctionnent déjà sans vouloir faire la révolution, quand c'est possible, je dis bien. Et aujourd'hui, cette question-là de savoir si nous, on avait les agents pour gérer ça, était problématique. Quelle avait été la démarche SOC, c'est aussi quelle est la position de l'État, de la DDT sur les digues, puisqu'il y a cette fameuse question sur Gemapi. Est-ce que la gestion des digues est gérée sur la même configuration, la même considération que les schémas de bassin versant de cours d'eau? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de savoir, surtout nous qu'on a la question du Rhône, hein, et
grosso modo, même si c'est l'élu qui parle, mais 1 kilomètre de digue, ça doit être 1 million d'euros d'entretien à grande vue. La question se pose de suite de savoir le long du Rhône comment cela fonctionne. Donc tous ces points-là, avec cette logique d'assurer une solidarité entre l'amont et l'aval, je crois que Guy Mouveau l'a dit, le point haut, le point bas, de savoir comment on pouvait se porter à réfléchir à une organisation autour d'un cours d'eau au travers de cette position qui consiste à dire que peut-être que dans le pays de Dieulefit, Bordeaux-Dieulefit, donc très très haut, la question du Lez ne se pose pas dans la même configuration que chez nous où il a inondé des terres. Voilà. Et toute cette organisation autour de la démarche socle a permis d'apporter des solutions et de voir les priorités de chacune des communautés de communes, de chacun des élus, qui consiste à dire moi je préfère peut-être qu'on entretienne le cours d'eau, moi je veux qu'on parle un peu plus de la prévention des risques d'inondation, etc. etc. Est-ce qu'il y a une vraie problématique que j'aimerais poser aussi, puisque je sais que je resterai pour la question du rendu, la problématique du système d'endiguement. C'est une problématique qui est importante pour nous, puisque vous imaginez, il y a à la fois le Rhône et le Lez, mais il y a aussi la problématique de la maîtrise de l'EPCI. Aujourd'hui, la communauté de communes Rhône-Lez-Provence que je préside n'a pas de politique d'urbanisme, puisque les compétences sont gérées par les communes. Et la question que je pose, c'est demain, puisque la loi GEMAPI, la mise en place de GEMAPI dit l'EPCI devra mettre en place son système d'endiguement, vous me dites si je me trompe, mais comment peut-il le faire sans maîtriser l'urbanisme de son territoire? Ça, c'est des vraies questions. Aujourd'hui, comment on peut arriver à définir ce système d'endiguement sans maîtriser le PLU, puisqu'il est aujourd'hui, chez nous, détenu par les communes. Et que je le rappelle très modestement, je suis conseiller municipal et président de communauté de communes, ce qui veut dire que je ne maîtrise pas pour partie, du moins pour une commune, la fonction de maire. Donc ça, c'est des vraies questions. Il y a aussi la question autour de cette centrale du Tricastin, il y a beaucoup de plans d'eau. Il y a la question de cette gestion des plans d'eau. Je crois qu'il y a même un marais à Mondragon. Donc toutes ces problématiques-là qui rentrent dans le cadre de GEMAPI, comment elles s'intègrent. Et c'est assez intéressant, mais je pense que le directeur en parlera, de cet accompagnement qui a été fait au travers de la démarche SOC, de ce cabinet qui nous a accompagnés et qui, je le dis très modestement ici, mais on aimerait être autant et aussi bien accompagné sur d'autres transferts de compétences. Vous imaginez qu'avec la loi NOTRe, on n'aura pas que GEMAPI à prendre. Mais c'est vrai que je trouve que sur la question de GEMAPI, les services de l'État, les syndicats se mobilisent sur une question qui ne va pas arriver au 1er janvier de l'année prochaine, mais qui est extrêmement intéressante et pertinente de développer, et sur les réflexions, les modalités d'inscription. Il y a la question de la fiscalité, après je m'arrêterai là, mais la question de la fiscalité est extrêmement importante sur la question de la GEMAPI. Donc depuis 2014, nous baissons, nous, la taxe d'habitation, parce que nous pouvons le faire sur notre territoire. Ça permettra de compenser avec cette question de GEMAPI. Nous baissons d'1 point la taxe d'habitation chaque année sur le territoire, de manière à ce que demain, quand on va s'installer cette taxe GEMAPI, nous puissions l'appliquer. Mais la taxe GEMAPI, là encore, qui figurera sur les fiches fiscales de la taxe d'habitation, implique que les personnes qui sont contribuables. Et sur notre territoire, par exemple, 46% de la population seulement sont contribuables ou redevables de l'impôt sur la taxe d'habitation. Ce qui pose un vrai problème. Et là, je m'adresse au service de l'État. Comment aujourd'hui arriver à développer cette fiscalité GEMAPI au travers d'une fiscalité qui ne touchera pas tout le monde. Or, il me semble que la question des risques d'inondation et de la gestion des cours d'eau puisse concerner tout le monde. Voilà les grandes lignes. Je ne suis pas très long. Je voulais juste vous dire que j'étais très heureux de la manière dont se passent les débats. Bien évidemment, à un moment donné, les nuits vont être agitées pour définir les statuts du prochain syndicat, parce que bien souvent, celui qui a le volant, ce n'est pas celui qui a le porte-monnaie ou l'inverse. Et donc, il convient, en tant qu'élu, de savoir qui portera la gouvernance politique sur des schémas et des considérations financières. Et ça, c'est le vrai problème d'aujourd'hui. Et je le dis même si le directeur du syndicat du Lez est là, mais la vraie problématique du Lez aujourd'hui, c'est que s'il y a une commune qui porte pour seule 51 à 52% des financements d'investissement, eh bien, il y a beaucoup de régions, de départements et de communautés de communes qui sont associées et qui ont le même poids de gouvernance, alors qu'ils ne tiennent pas forcément le chéquier. Alors,
c'est un point qui peut, pour des techniciens, être un peu les élus entre eux, ils sont toujours en train de se chamailler, mais ça a une incidence assez forte sur la considération, et c'est pour ça que la démarche socle était très très intéressante. Qu'est-ce que chacun attend de GEMAPI chez lui, dans le cours d'eau, dans les canaux, dans les plans d'eau, dans les rivières? Il y a la question de savoir si désormais le fossé, la maille, etc. Je ne rentre pas dans les considérations, mais c'est aujourd'hui des problématiques qui sont extrêmement importantes parce que financièrement, ça a un impact. Voilà. Sur la base de ce qu'évoquait M. Moreau, c'était la volonté à la fois des élus qu'on puisse impulser à travers cette démarche SOC, qu'on puisse venir conseiller et aider les différentes EPCI à mettre en œuvre cette nouvelle compétence GEMAPI, mais tout en conservant cette structuration et cette gestion à l'échelle de bassin versant. Et sur la base de ce groupe rivière qui existait, c'était bien de pouvoir mettre en œuvre cette démarche socle à l'échelle. Donc ce qui a été pris en compte, c'est le périmètre LCLGRI affluent rive gauche du Rhône. Donc vous retrouvez ces syndicats de gestion, au mix de gestion, donc le syndicat du Sorgue, le syndicat du Lez, celui de l'Ouest provençal, le Sud-Ouest Mont Ventoux, l'Aigle, et ainsi que l'ASA de la Maine. Et en complément de ce que évoqué, c'est précis aussi, cette démarche elle est aujourd'hui financée par l'agence de l'eau, la région et le département, et qu'on est donc sur une démarche qui est toute récente, hein, puisque au travers de ce qu'évoquait notamment M. Moreau, le prestataire Espelia qui a été retenu nous accompagne depuis le début de l'année. Sur l'origine donc vous avez je reprends pas ces différents volets qu'a pu évoquer Monsieur Moreau, juste venir compléter au travers d'un point fort, qui était celui qui avait été de solliciter les EPCI de désigner des correspondants GEMAPI qui soient à la fois élus et techniciens, de façon à ce que l'ensemble de la démarche puisse être véritablement une démarche concertée qui associe à la fois les EPCI et nos syndicats de rivière. Le deuxième point, c'est sur la base de la réunion qui s'était tenue en juillet 2015, qui avait, au travers de ce regroupement de tous les correspondants GEMAPI, qui a validé la démarche qui est aujourd'hui en cours. Elle a aussi acté un deuxième point, c'est de prendre en compte la totalité des périmètres des EPCI, quand bien même une partie seulement de ce périmètre-là était concernée par nos syndicats de gestion. Ce qui a été aussi, ce qui est venu aussi remonter, c'est qu'au-delà de ces 6 gros structures qui ont la capacité à être GEMAPiennes, c'est les représentants des petits syndicats, sans qu'il n'y ait rien de péjoratif, que ce soit des syndicats de gestion de petits bassins ou de sous-bassins, mais aussi les syndicats de gestion des digues du Rhône. C'est aussi ce positionnement qu'ont eu ces petites structures, de dire ne nous oubliez pas et on souhaite être présent dans l'ensemble de cette démarche. Donc le volet, c'est bien au travers de cette démarche socle, c'est de venir prendre en compte et d'arriver à définir un contenu commun à la fois pour les EPCI et pour les syndicats de gestion, en s'intéressant à la fois de ce qui relève des missions de GEMAPI, et on l'a déjà évoqué ce matin, ce qui est dans son contenu, mais aussi prendre en compte tout ce qui est les missions hors compétences obligatoires GEMAPI, mais qui sont aujourd'hui indispensables à cette gestion de bassin versant. Et avec derrière, outre le volet d'accompagnement en termes de lecture des textes juridiques, c'est de pouvoir venir définir à minima qui détient aujourd'hui la compétence, au travers de quelle origine, sur quel périmètre cette compétence est exercée, mais aussi venir se projeter qui assure et qui sera le mieux à même d'assurer les missions relevant de GEMAPI demain, et aussi quels seront les moyens financiers sur les 5 à 10 ans à venir qui seront nécessaires à chaque EPCI pour exercer cette compétence GEMAPI dont il sera détenteur à compter de janvier 2018. Et aussi cette question des moyens financiers humains pour les syndicats de rivière. C'est au travers du cahier des charges qui a pu être élaboré, au-delà aussi de ces aspects, qu'est-ce qui est GEMAPI, qu'est-ce qui est complémentaire GEMAPI, c'est de pouvoir aider les EPCI à organiser l'organisation de l'exercice de ces compétences sur les territoires pertinents, en prenant en compte les évolutions possibles des syndicats existants en termes de structuration juridique, EPAGE, de leur statut, éventuellement de leur périmètre,
d'arriver à définir quelles sont la répartition des rôles entre les EPCI et les structures de bassin versant, et arriver à définir une stratégie globale à l'échelle de chaque EPCI. Pour ce faire, aussi bien en étant sur le prisme du bassin versant que sur celui de l'EPCI, c'est venir analyser, partager le contenu des différents programmes d'action aujourd'hui existants, portés par nos structures respectives, que ce soit les contrats de rivière, les PAPI, les plans pluriannuels de restauration et d'entretien de la végétation, mais aussi de venir prendre en compte les différentes obligations qui sont liées à des textes supranationaux, que ce soit la gestion des digues, mais demain le PGRI, le SDAGE. Et avec derrière la volonté, et c'était les points qu'évoquait M. Zillot tout à l'heure en termes de questionnement derrière, c'est quelle visibilité financière on va être capable de donner à nos acteurs intercommunaux et communaux, au travers de quels moyens ils vont devoir mobiliser à long terme, mais aussi pouvoir assister et accompagner les communes dans ce cadre de ce transfert de charges lié au transfert de la compétence de la commune vers les EPCI. Cette démarche socle, elle est aujourd'hui donc telle qu'elle se déroule depuis le début de l'année, s'exécute en deux phases. Une première phase qui vise à adresser à la fois l'état des lieux et la prospective, avec derrière des objectifs forts. Donc ils sont multiples. Tout d'abord, avoir une culture commune de la gestion intégrée et globale par bassin. On le mesure au travers des échanges. L'amont ne sait pas forcément ce qui se passe à l'aval et vice-versa. De pouvoir engager cette réflexion sur l'organisation et les moyens nécessaires à mettre en place, notamment pour ce qui concerne la gestion des systèmes d'endiguement. D'avoir une vision claire de l'organisation déjà en place et des moyens. Autant on le connaît, nous, dans nos 6 structures porteuses. Pour ce qui est des autres structures adjacentes, on ne maîtrise pas aujourd'hui, on ne connaît pas parfaitement ce qui se passe. Le travail, et c'est aujourd'hui un des aspects qui nous occupe de manière conséquente, c'est d'arriver à définir les missions des syndicats de rivière, aussi bien des EPCI, pour ce qui ne relève pas de la compétence GEMAPI, et quel sera le devenir et comment on le prendra en compte, et arriver à définir les contours de l'organisation. Et pour ce faire, c'est ces différentes réflexions stratégiques qui aujourd'hui nous animent dans cette phase d'état des lieux. Qui fait quoi, aussi bien en prenant en compte le petit cycle ou le grand cycle de l'eau, quelles sont les compétences statutaires, l'analyse des différents documents cadres, de nos statuts, qu'il s'agisse des statuts des syndicats ou des statuts des communautés de communes, le volet compétences GEMAPI, hors GEMAPI, le volet des moyens humains, financiers, qui, demain, doit être et sera le mieux à même de pouvoir organiser ces compétences. Donc, comment ça se traduit aujourd'hui? C'est tout un travail de collecte de données qui est fait auprès des différentes structures et la mise en place de rencontres locales qui ont été initiées tout début d'avril à l'échelle de chaque territoire, de façon à ce que chacun donne sa vision. Comment ça s'organise, quels sont les enjeux qu'ils voient et quelles sont les problématiques qu'ils imaginent. Sur une deuxième phase, c'est celle qui devra permettre de définir avec pragmatisme l'organisation des compétences de la maîtrise d'ouvrage. Qui sera le plus à même d'assurer telle ou telle compétence, quels seront les moyens humains, techniques, financiers et humains, et les éventuelles possibilités de mutualisation, avec derrière ces éléments-là que le socle vise à pouvoir répondre, comment on va organiser les transferts de compétences sur le plan administratif, la nécessité, la volonté de pouvoir venir en appui au transfert de charges des communes vers les EPCI, porter une assistance à la rédaction des statuts des structures de bassin versant, et ce travail de concertation en termes de partage des contributions financières et de gouvernance, ce qu'ont pu évoquer les élus précédemment. Au regard de ce qu'on a mis en œuvre donc, au travers des périmètres des six syndicats porteurs, prenant en compte le fait qu'on vienne s'intéresser à l'ensemble du périmètre de l'EPCI, indépendamment de la limite du bassin versant, on se retrouve donc, et en prenant en compte les 9 syndicats associés, donc
plus petite structure. Aujourd'hui, notre démarche socle associe 21 communautés de communes. Le périmètre de cette étude-là, c'est ce trait vert qu'aujourd'hui exprime le contour. Donc en gardant en parallèle, c'est la démarche qui est conduite aujourd'hui sur le PTB du Rance. Donc une bonne partie, la quasi-totalité du département de Vaucluse. On monte très haut sur le nord de la Drôme et on vient lécher le département du 05. Pour répondre à ce double objectif, à la fois de structurer l'exercice, de garder cette gestion à l'échelle des bassins versants et d'arriver à mettre en œuvre une organisation coordonnée, on a à chaque fois une double lecture en termes de périmètre. Vu du côté des bassins versants, puisque aujourd'hui c'est aussi la particularité, mais je crois que c'est pas propre au Vaucluse, c'est que sur un bassin versant, on va retrouver un nombre multiple de PCI impactés, qui vont de 5 à 15, et de la même façon que chaque territoire de PCI est lui aussi impacté par voire plusieurs bassins versants. Donc comment on arrive chaque fois à avoir cette double lecture croisée en termes d'objectifs et à la fois de périmètre. En termes de population, j'ai voulu le dire tout à l'heure, le périmètre, c'est en gros 550 000 habitants qui sont aujourd'hui concernés par cette démarche socle. Comment on a organisé ce fonctionnement? Les 6 syndicats porteurs, donc à la fois directeurs et élus, se réunissent une fois par mois au travers d'un groupe de travail qui viennent se coupler avec des réunions de travail locales. On a déjà organisé les premières et à chaque étape importante, on va remettre ça à la fois avec l'accompagnement de notre prestataire, mais aussi chaque syndicat pouvant porter ces réunions locales. On fait le lien au travers des comités techniques dans lesquels participent les différents correspondants GEMAPI des différentes EPCI, les 21, auxquels viennent se rajouter nos partenaires institutionnels et administratifs, et tout ça piloté par un comité de pilotage. Au point complémentaire, au regard de l'ensemble, des volumes conséquents d'informations qui transitent, et je vois, ne serait-ce que nous, au travers des 6 structures, et au regard de la multiplicité des textes, une plateforme collaborative a été mise en œuvre et en extranet, sur lequel les différents participants au comité de pilotage, donc toutes les EPCI, ont accès, sur lequel on y retrouve à la fois toutes les données propres aux EPCI, propres aux syndicats de rivière, sur lequel on y retrouve le compte-rendu de nos différentes réunions, l'analyse des textes, mais aussi qui sert de lieu d'échange en termes de forum, de façon à ce qu'on y retrouve derrière le volet questions-réponses. S'agissant du calendrier, objectif fin du premier trimestre de pouvoir, par l'intermédiaire de notre prestataire, produire les différents diagnostics, la stratégie globale, qui pourront être soumis à l'approbation des COTEC avant qu'elles puissent être, à la rentrée, sur le deuxième semestre 2016, être soumis à l'approbation et à la validation de chacune des EPCI. Et au travers de ce travail qui se poursuit sur le deuxième semestre, c'est de pouvoir, en juin 2017, formaliser véritablement ce socle en termes d'arriver à définir cette double structuration EPCI-syndicat, de façon à ce que les différentes EPCI, à cette date-là, puissent visiblement et clairement pouvoir s'exprimer en je délègue, je transfère, alors je reviens en question derrière, arriver à produire les tableaux types que M. Chabot évoquait ce matin. Voilà, c'est l'objectif de cette démarche. S'agissant des principales inquiétudes, je crois que M. Zilio, vu du côté de l'EPCI, a évoqué les principales problématiques. Je rajouterai, moi, celle qui est vue aujourd'hui du côté du technicien d'une structure. D'abord dire que c'est quelque chose qui est chronophage, et aussi bien en termes de portage de la démarche, ce temps de concertation avec les différentes structures aujourd'hui est véritablement chronophage. Les difficultés viennent aujourd'hui aussi sur, je dirais, l'instabilité des textes qui ne sont pas finalisés et qui arrivent de manière continuelle, et encore hier, il en arrivait sous toutes les formes. Le caractère, on a aussi des évolutions sur le périmètre des EPCI, avec des structures aujourd'hui qui sont amenées à fusionner, et du coup des élus qui sont plus pour le moment en retrait en disant on va d'abord organiser cette fusion avant de se poser la question de GEMAPI. On a aussi des territoires sur le département de Vaucluse où les EPCI sont amenés à se scinder, à se couper en morceaux, donc derrière aussi des élus avec d'autres possiblement
problématique. Je pense que j'ai fait, pour être synthétique, le tour du message que je voulais faire passer. Reste à votre disposition, mais je pense que mes collègues aussi des autres structures peuvent aussi venir apporter leur pierre à l'édifice en termes de réponse. Merci. Je voulais savoir si à un moment ou un autre seront invités à prendre part dans cette démarche-là, les syndicats, les autres syndicats que ceux qui font partie de ce groupement de commandes, parce que par exemple, moi j'ai 3 Comcom en commun avec vous et j'aimerais bien avoir la chance de bénéficier de votre retour. Ce que j'ai oublié aussi d'évoquer, c'est que dans nos comités de pilotage, on a aussi associé les gestionnaires de SCOT, Parc, CNR, enfin tous ceux qui sont aujourd'hui acteurs. On a par exemple, nous, été sollicités au travers de cette démarche, et M. Zilios, notamment par exemple sur la problématique du Rhône, où c'est véritablement une des questions, même si on n'est pas aujourd'hui, nous, syndicats de rivière, porteurs de la problématique Rhône. Mais du coup, la tentation que ce qui se passe, on est sur la rive gauche et les structures qui sont sur la rive droite nous ont sollicité en disant vous ne pourriez pas élargir le périmètre de façon à ce qu'on ait véritablement une gestion, que le Rhône soit vu sous ces deux aspects. Voilà. Donc à un moment donné, c'est la difficulté de venir élargir ce périmètre qui déjà prend du temps, va être chronophage, mais l'aspect, il est bien de pouvoir associer l'ensemble des structures. Je vais prendre un autre exemple. On a un syndicat qui est possiblement, qui est appelé à être gémapien, c'est le syndicat du Roubion-Jabron, donc qui est aussi présent à cheval sur des EPCI qui sont sur notre bassin. Donc, à partir du moment où ces structures ont la capacité à porter cette démarche-là, on est aujourd'hui simplement venu, entre guillemets, les associer à la démarche de façon à collecter les informations qui sont nécessaires à ce que la communauté de communes ait une vision globale. Voilà, à un moment donné, c'est la nécessité que malgré tout, on arrive à figer un petit peu ces périmètres. Oui, bonjour, Bérangère Charnet du Parc du Queyras. Dans la précédente diapositive, vous avez mis une réflexion qui portait sur maintenir la proximité. La notion telle qu'elle est écrite, c'est de conserver une gestion de proximité voilà, en recherchant différentes formes de collaboration. Voilà. Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur ce point Alors, telle qu'elle apparaissait, c'était une des questions qu'on a eues à un moment donné, c'est à la fois notamment, et je pense, alors peut-être Laurent a aussi d'autres exemples, mais on a été, je pense notamment à ces petites structures aujourd'hui, entre guillemets, un peu orphelines. Et le retour que l'on a eu de ces acteurs en disant... demain, on n'a pas la capacité à être une structure gémapienne. Par contre, on ne souhaiterait pas venir être intégré, absorbé par un syndicat plus grand, de façon à ce que on puisse garder la main sur ce qui se passe. Donc, c'est à la fois cette double problématique, comment on a bien une gestion globale à l'échelle d'un territoire, qui peut aller au-delà, sans que les élus correspondants se sentent dépossédés de ce qui se passe. Voilà. Et ce que j'évoquais comme question de gestion de proximité, c'était ce volet-là. Je pense qu'Olivier a peut-être d'autres, ou Laurent, d'autres exemples. Oui, peut-être juste pour Olivier Navarro, pardon, du syndicat de Louvèze. Peut-être pour illustrer ce à quoi on pense quand on parle de cette gestion de proximité, déjà c'est de conserver, on va dire, les unités territoriales en place, les syndicats en place. Il y a la réflexion sur la constitution de nos PTB, donc format, comme on a vu sur l'ODE, on va dire syndicat mixte et EPAGE et on va dire EPTB, mais très concrètement, ça peut prendre la forme, on ne va pas tous se créer forcément un service digue. Très concrètement, ça peut prendre la forme de mise à disposition de personnel, on prend un ingénieur, 50% sur une structure, 50% sur l'autre. Voilà, très concrètement, c'est ça, de l'acquisition en commun des groupements d'achat. On va dire, on se fait la main avec ce groupement de commandes, mais ça pourra prendre des formes similaires pour d'autres sujets. C'est d'ailleurs aussi ce qu'ont fait remonter les EPCI lors des réunions locales sur la définition des systèmes d'endiguement, où il y a une question très claire qui a été posée. Est-ce qu'on peut envisager un groupement de commandes pour définir les systèmes d'endiguement? Voilà. Une des réflexions que nous avons eues, c'est que nous sommes à l'époque de la concentration des intercommunalités. Pour faire des économies, il y en a qui considèrent qu'il faut supprimer tout ce qui est petit et faire que des gros.
ça ne marche pas toujours aussi simplement que ça ne fait pas toujours des économies, et puis les problèmes ne sont pas toujours là où on croit. Nous persistons à penser que la proximité c'est efficace et que les petites structures sont efficaces. La question c'est que nous souhaitons anticiper ce qui pourra advenir, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont payés au nombre d'intercos qui disparaissent et au nombre de fusions qui se passent. Bon, c'est comme ça, c'est l'époque aujourd'hui qui est comme ça. Nous essayons, nous, de réfléchir et d'anticiper ce qui pourrait advenir et de mettre en commun, voilà ce qu'on a dit, et de mettre en commun de manière à ce que la proximité demeure. Ce qui est important, c'est que en France, les Français, parce que la géographie est ainsi faite, ont construit des territoires et des structures qui correspondent aux besoins. Il y a des ASA, il y a des syndicats de canaux, il y a des syndicats de rivières, il y a tout ça. Tout ça, c'est fait par la force des choses. C'est pas la force des choses nous a poussé à construire des systèmes de coopération, l'eau portant en elle-même la notion de coopération et de solidarité. Et donc, avant qu'on fasse des bêtises en créant d'autorités, des structures intercommunales massives, géantes, qui oublieraient qu'il y a des choses... une rivière, c'est un petit bras, c'est un petit bout, c'est un canal qui s'y jette dedans, c'est tous les 15 mètres, il y a des particularités particulières, si je puis dire. Eh bien, il ne faut pas qu'on perde le fil de la particularité particulière et en même temps qu'on ait une cohérence de bassin, bien entendu, parce que moi, je me souviens au début, quand j'étais président de Sénéca-Rivière, je ne connaissais pas du tout l'amont, je connaissais mal le canal de Vaucluse et nous avons peu à peu travaillé ensemble. On a fait plusieurs syndicats, puis on a travaillé en commun, puis ensuite on a fusionné, on n'a fait qu'un seul syndicat de tous ces syndicats, mais on a toujours conservé, on a essayé du moins de conserver la proximité, même si aujourd'hui je dois dire qu'on est moins dans la proximité qu'on était il y a 20 ans en arrière. Bon, c'est comme ça. Mais donc l'idée là, c'est de construire quelque chose, parce que c'est vrai qu'il y a des cohérences de bassin on avait oubliées avant, donc il faut ces cohérences de bassin, et en même temps, il faut la proximité, il faut les deux. Et les deux, ça ne se fait pas par décret, par texte, et on fait comme ça. C'est la vie des hommes et des femmes qui fera en sorte qu'on construira de telle ou telle manière. C'est un peu ce qu'on essaie de faire à notre modeste niveau. Un petit retour d'expérience sur les vertus du groupement de commandes. Nous, on l'a organisé pour aider les communes à réaliser les plans communaux de sauvegarde. Et on a estimé, sur la base de 250 plans communaux de sauvegarde, qu'on avait fait une économie d'échelle d'environ 30%. Non, je voulais juste apporter un élément vis-à-vis de la question sur l'urbanisme. Enfin, apporter un élément et vous rapporter la question au sens inverse quelque part. Simplement, l'urbanisme, c'est un élément tout à fait transversal dans la GEMAPI qui n'est pas toujours évoqué. Mais ce que je voulais vous donner comme info, c'est qu'au titre du futur cahier des charges, PAPI 3, on va avoir une réflexion à très court terme avec le ministère de l'Environnement sur justement des critères qui pourront intégrer dans les axes PAPI la notion de l'urbanisme et un aménagement compatible avec le risque inondation. Et alors, moi, je voulais vous reporter la question, au niveau du socle et du cahier des charges que vous avez proposé à Espelia, est-ce que vous leur avez demandé d'avoir une réflexion sur cet élément-là et quelle a été leur réponse, tant d'un point de vue de la gouvernance que du point de vue de l'aménagement en tant que tel? Le prisme sur lequel on est, et notamment aujourd'hui, c'est la lecture et l'analyse, c'est sur la question des systèmes d'endiguement. Avec derrière, c'est quels systèmes d'endiguement sont retenus pour demain venir contenir les enveloppes d'urbanisation, avec toujours le précepte, c'est qu'on ne construit pas de la digue pour pouvoir créer de nouveaux espaces urbanisables. Et aujourd'hui, on est dans cette... c'est aussi, pour illustrer les difficultés, c'est comment on vient aussi apporter aux communautés de communes toute cette... ce questionnement sur aujourd'hui la définition des systèmes d'endiguement et des crédits. Et quand et ce qu'on rencontre bien, c'est qu'au niveau des différentes EPCI, on a peu, il y a peu de gens qui maîtrisent aussi toutes ces questions-là. Et comment on vient à la fois accompagner juridiquement en termes d'analyse,
collecter l'ensemble des données. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, sur Vaucluse et Drôme, les données liées à ces digues sont aujourd'hui existantes, même si on a un petit peu de mal en ce moment à les obtenir. Mais c'est un long travail d'accompagnement. Je laisse Laurent compléter. Oui, donc Laurent Roudet, directeur syndicat mixte bassin des Sorgues, donc coordonnateur du groupement de commande. Dans le cahier des charges, on a effectivement indiqué aussi le rapprochement, mais ça va être au niveau plus de la partie stratégie. Quel rapprochement entre aménagement du territoire, ou du moins ceux qui portent la compétence aménagement du territoire, et la GEMAPI. C'est pour ça aussi que dans le comité de pilotage, nous avons intégré de suite les syndicats SCOT, puisque actuellement tous les EPCI ne portent pas la compétence urbanisme. Certains la portent, pas d'autres. Donc il nous a semblé plutôt utile d'associer les syndicats SCOT, qui des fois sont animés aussi par les EPCI. Hein. Voilà, on a plein de... La France est très diverse en termes de structuration, donc faut faire avec, et puis il ne faut pas avoir un schéma de pensée unique, il faut s'adapter au cas par cas. Mais effectivement, cette approche, puisque il ne faut pas oublier que la GEMAPI, à la base, on était aussi... Pourquoi les EPCI à fiscalité propre ? Il ne faut pas oublier quand il y a eu ces textes, on parlait aussi du PLU intercommunal, avec un fléchage automatique sur l'intercommunalité à fiscalité propre, donc sur communauté de communes, communauté d'agglomération, et qu'il y avait vraiment la volonté de rapprocher celui qui faisait le PLU, celui qu'allait développer sa commune avec la gestion du risque inondation. Donc nous, dans la démarche socle, à travers le cahier des charges, à un moment donné, il va avoir ce rapprochement, mais plus là au niveau de la stratégie d'organisation.